Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes à Lyon, nous sommes sur le salon Bipositive et cet après-midi nous parlons bâtiment responsable. On va parler des enjeux sanitaires et sociétaux liés au bâtiment responsable, amélioration du confort, amélioration de la thermique, amélioration de l'acoustique et de la qualité de l'air intérieur. Mais enfin tout ça c'est le confort, hein. Vous ne me démentirez pas. Pour en parler avec moi, deux personnes. Marie Soria Ao, bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué général du cluster éco-bâtiment. Qu'est-ce que le cluster éco-bâtiment ? Alors, Cluster Éco-Bâtiment, c'est une association qui s'occupe du développement économique des entreprises de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui travaille sur la performance énergétique et environnementale des bâtiments. Voilà. Et là, on va parler un peu plus de confort. Effectivement, on va parler un peu plus de confort et puis rentrer un petit peu plus dans les détails sur la partie thermique, acoustique et qualité de l'air intérieur. Ça marche. À côté de vous, Claire-Sophie Cœur-Devez. Bonjour. Je ne me suis pas trompé. Bonjour. Vous êtes directrice de Medieco. Qu'est-ce que c'est ? Alors Medieco est un bureau d'études et notre particularité c'est qu'on va s'intéresser à la santé des futurs occupants dans le bâtiment, toute typologie de bâtiment confondue, faire en sorte que quand on conçoit ou qu'on rénove un bâtiment, on prenne en compte la santé des futurs usagers. Vous travaillez notamment beaucoup sur la qualité de l'air intérieur, mais pas seulement, hein. Non, en fait, c'est vrai que vous avez évoqué le terme confort. Globalement, on va plus parler de santé parce que finalement, l'objectif du bâtiment, c'est la santé des futurs occupants et le bien-être. Et donc, on travaille beaucoup sur la qualité de l'air intérieur, de par le contexte. C'est un sujet qui est assez médiatisé. Et puis aussi sur tous les sujets autour qui vont intégrer la thématique de la santé, comme le confort thermique, comme l'acoustique, la lumière, les champs électromagnétiques. Et puis plus globalement, comment un bâtiment peut aussi inciter à des comportements de vie plus sains, comme l'activité physique ou l'alimentation. Voilà. Je me souviens que lorsqu'on s'était vu pour le congrès du plan bâtiment durable, il avait été beaucoup question d'enlever les ascenseurs ou en tout cas de les cacher. Exactement. Et de remettre des escaliers, hein. Alors, on va je vais vous demander de me faire un petit panorama en fait. Quand on parle d'amélioration du confort thermique, acoustique et de la qualité de l'air intérieur, de quoi parle-t-on ? Alors déjà, de quoi parle-t-on ? On parle de beaucoup de choses quand on parle de ces trois choses-là. On a souvent l'entrée thermique. Ça, c'est assez historique en France. On a des réglementations thermiques qui sont tombées au fur et à mesure depuis 1974. Là maintenant, on arrive sur une nouvelle réglementation, la réglementation environnementale RE 2020. Donc maintenant, elle devient environnementale et pas que thermique. Et c'est là où du confort thermique, on commence à prendre en compte donc le confort acoustique et le confort de la qualité de l'air intérieur via notamment la partie carbone, mais aussi via pas mal d'autres indicateurs. La chose qui est vraiment importante quand on parle de l'ensemble de ces trois piliers du confort, c'est qu'on ne peut pas n'en prendre qu'un seul. Les trois vont vraiment ensemble. Voilà, l'un ne va pas sans l'autre. On avait tendance à vraiment appuyer sur la thermique, mais il faut vraiment penser acoustique et penser qualité de l'air intérieur en même temps. Exactement, donc c'est vraiment une vision globale et c'est ça qui est assez intéressant, c'est que donc, nous au cluster, comme on est dans l'ensemble de la chaîne des acteurs de la construction ou de la rénovation, ça nous permet de pouvoir intégrer la partie conception, donc les architectes, les bureaux d'études, la partie fabricant, fournisseur d'équipements et de matériaux et la partie aussi entreprise de mise en œuvre. Et c'est en fait en mettant en mouvement l'ensemble de la chaîne qu'on arrive du coup à des performances intéressantes sur les trois thématiques de confort. Voilà, pour faire de la qualité en fait. Exactement. Comment les gens qui conçoivent perçoivent quand on leur parle, quand on leur dit qu'il faut essayer de penser ensemble ces trois, la thermique, l'acoustique et la qualité de l'air intérieur, est-ce que c'est quelque chose qui apparaît comme nouveau pour eux ou finalement est-ce que c'est quand même intégré ? Alors, quand je dis les gens qui conçoivent, le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre par exemple. Alors chez le maître d'œuvre, en ce qui concerne en tout cas les entreprises du cluster, c'est plutôt intégré puisqu'on a la chance d'avoir des entreprises qui sont assez pointues sur ces sujets-là. En ce qui concerne la maîtrise d'ouvrage, ce n'est pas encore complètement intégré malheureusement, mais justement c'est aussi le travail de nos entreprises que de pousser le maître d'ouvrage à aller sur ces questions-là. Mais on a vraiment des spécialistes dans notre domaine d'activité qui sont spécialisés sur le confort thermique, confort acoustique ou sur la qualité de l'air intérieur, dont Medieco justement. Et c'est grâce à des experts comme ça qu'on arrive à faire monter l'ensemble de la maîtrise d'ouvrage et de la maîtrise d'œuvre, de les faire monter en compétences, de les faire monter en sensibilisation, en expertise sur ces sujets et donc d'aller vraiment plus loin sur cette performance et de faire le lien surtout avec l'usager. Voilà, parce que c'est l'usager qui doit être installé confortablement chez lui au bureau ou ailleurs, ou à l'école. Avec vous, je voudrais que vous nous donniez les enjeux en fait qu'il y a là derrière. Quand on parle d'enjeux sanitaires d'enjeux sanitaires et sociétaux, c'est quoi ces enjeux ?
Alors, je vais rebondir justement sur une phrase. Vous nous avez demandé si la qualité de l'air, c'était un sujet nouveau. Et ça me fait souvent sourire parce que c'est pas nouveau de respirer dans les bâtiments. Et c'est vrai qu'on s'en est aujourd'hui peu préoccupé. Et pour rebondir sur l'aspect énergétique, en fait, quand on a beaucoup cherché la performance énergétique, parce que derrière, il y avait un bénéfice direct pour l'occupant, c'était la réduction de sa facture à lui. Et à la différence, tous les sujets qui tournent autour de la santé et notamment la qualité de l'air intérieur, c'est un coût qui est pris en charge par la société, un coût qu'on ne voit pas. Et aujourd'hui, qui a été estimé en 2014 par le CSTB et par l'ANSES à 19 milliards d'euros. Donc chaque année, être exposé à une mauvaise qualité de l'air intérieur, ça coûte 19 milliards d'euros à la société. Voilà, ça coûte très cher à la société, puis ça coûte très cher à certaines personnes qui en meurent, hein, on peut dire ça comme ça. Alors oui, heureusement tous les polluants ne tuent pas, mais oui, effectivement, il y a toute une partie de polluants qui vont avoir des effets plutôt... Sur le long terme, ça peut être très mauvais d'être exposé à des polluants à l'intérieur. Des effets cancérigènes, et puis on a ça reste nos voies respiratoires, donc toutes les pathologies respiratoires actuelles, des pathologies chroniques d'ailleurs, comme l'asthme, se développent énormément en étant exposés à des concentrations plus importante parce qu'on a rendu aussi nos bâtiments, on a été chercher de la performance et qu'on a oublié qu'il fallait renouveler l'air des bâtiments. Voilà, très important de renouveler l'air. Donc ça, c'est vraiment un enjeu important. Est-ce qu'avec ce qui nous arrive en ce moment depuis 2 ans sur l'aspect sanitaire, est-ce que ça a permis de mettre en lumière la nécessité de ventiler? Et en même temps, moi qui suis un peu un acteur quand j'écoute mes confrères, quand j'écoute des politiques, on parle de purificateurs, mais on parle très peu de ventilation finalement. Et est-ce qu'on n'a pas mis l'éclairage sur des mauvais points? Et est-ce que finalement cette pandémie nous a peut-être rendu service, mais peut-être pas trop sur les bons niveaux? Alors oui, c'est vrai que la pandémie, elle a permis en fait de remettre la qualité de l'air sur le devant de la scène. Elle a permis d'appuyer en fait tout le discours qu'on avait depuis des années. Et le discours, il est de dire que effectivement, avant d'apporter des solutions, il faut d'abord bien concevoir. Et bien concevoir, ça part de... on va dire qu'il y a 4 grands points pour la qualité de l'air intérieur. On regarde d'abord où est-ce qu'on construit. Donc sur quel sol, quel est l'environnement extérieur. Et à partir de ce constat, on va mettre en place des solutions comme la ventilation, la filtration, qui permettent de réduire le transfert des polluants extérieurs. Ensuite, on va chercher à limiter les sources de pollution intérieure. Donc, quand on parle qualité de l'air intérieur, les gens font assez rapidement le lien avec les produits de construction, ce qui est très vrai. Et puis ensuite, chercher à faire un renouvellement d'air de qualité et satisfaisant, en tout cas suffisant. Et ça, c'est souvent oublié. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, alors on va s'en parler... mais il y a beaucoup de structures qui commencent à parler, et de collectivités qui parlent d'épurateurs, de purification. Et au final, on ne s'est pas posé la question de savoir dans ces bâtiments comment fonctionnait déjà le renouvellement d'air. Par contre, on est prêt à apporter des solutions qui ne sont pas forcément que bonnes pour la qualité de l'air intérieur. Voilà, c'est ça. D'abord renouveler l'air, d'abord ventiler, avant de réfléchir à d'autres solutions qui sont tout à fait ponctuelles. Vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, juste ajouter peut-être un petit point. Sur la partie matériaux, équipements, je pense qu'on a ce qu'il faut, techniquement parlant, je veux dire, pour pouvoir répondre à ces questions-là. Maintenant, l'enjeu, il est vraiment que tout le monde en prenne conscience et surtout comment on arrive à intégrer ces équipements, ces matériaux dans les bâtiments, que ce soit en neuf ou en rénovation. Mais techniquement parlant, les matériaux, les équipements, on les a déjà. On a ce qu'il faut. On a ce qu'il faut et comme Marie Soraya vient tout juste de le dire, on a ce qu'il faut, on sait comment faire. Et en fait, on a un vrai enjeu sur le chantier, pas que par les entreprises, mais par l'ensemble de ce qu'on met en œuvre sur le chantier. On sent que en tout cas, je ne sais pas ce que tu en penses, mais le travail, pour moi, il est réellement demain pour la santé des occupants. Il se passe beaucoup sur le chantier. On a vu que la thermique, il y avait une prise de conscience depuis un moment. On a beaucoup travaillé sur la thermique. Il commence à y avoir une prise de conscience sur la qualité de l'air intérieur. En tout cas, on en parle de plus en plus. L'ARE 2020 intègre la vérification des systèmes. Qu'en est-il de l'acoustique ? Alors sur l'acoustique, aujourd'hui, il y a une obligation de performance dans les bâtiments à réception. On vient mesurer certains indicateurs acoustiques. Pour moi, alors c'est vrai que je suis assez atterrée de voir que dans certains bâtiments, comme les écoles où les enfants développent le langage, apprennent le langage, on a des ambiances sonores qui sont quand même très dégradées, donc fatigantes, stressantes, à la fois pour les enfants et pour le personnel. Donc dans ce type de bâtiment, de ne pas avoir intégré dans la conception ou la rénovation la présence d'un acousticien, ça pose quand même beaucoup de questions sur nos pratiques. Et puis il y a quand même...
je pense qu'on a une prise de conscience sur l'acoustique. Alors, je vous ai donné le coût de la qualité de l'air intérieur. Le coût de l'acoustique, des nuisances sonores, c'est 57 milliards d'euros, extérieur-intérieur. Donc on n'a plus que doublé. Exactement. Alors, l'air extérieur et intérieur, c'est 100 milliards d'euros. C'était 19, c'est uniquement l'air intérieur. Donc, ce ne sont que des chiffres, mais c'est quand même. Oui, non, mais ça donne des échelles, ça donne Par contre, ce que je trouve plutôt inspirant, c'est que dans le label qui va accompagner, qui est censé accompagner la mise en place, l'ARE, moi j'ai participé au groupe Confort et Santé, dans lequel on a défini un certain nombre d'indicateurs pour essayer de vérifier qu'à réception, les bâtiments apportent un environnement respectueux de la santé. Et donc c'est une approche performantielle, on vient mesurer donc certains critères, la qualité de l'air intérieur, mais aussi 4 critères ont été proposés sur l'acoustique. Et pas que l'acoustique vis-à-vis de l'extérieur. L'acoustique intérieure. Le confort acoustique intérieur, le fait de pouvoir s'entendre, de ne pas entendre ses voisins, de ne pas entendre les équipements, de ne pas entendre l'ascenseur. Et en fait, aujourd'hui, c'est là qu'on voit que parfois, il y a une contradiction entre performance thermique et santé et confort dans les bâtiments, parce qu'on vient rendre très étanches nos enveloppes. Et au final, donc, on n'entend plus du tout les bruits extérieurs. Et on entend ses voisins. Et voilà. C'est ce qui se passe dans les rénovations très souvent. Tout à fait. On change les fenêtres, on met un maillot manteau devant la façade, et tout passe par les parois intérieures, et c'est fini. Exactement. Et les gens se plaignent facilement du bruit. C'est là en fait qu'on se rend compte vraiment qu'il faut prendre en compte l'usager et partir de l'usager en fait. Voilà, exactement. Puisqu'en fait là c'est l'exemple typique en fait on a bien rendu le bâtiment performant au niveau thermique, mais du coup on l'a dégradé au niveau acoustique, ou en tout cas dégradé dans le ressenti de l'usager. Alors, avant de venir à quelques exemples que vous allez nous donner de bonnes et de mauvaises pratiques, pourquoi pas, je voudrais que vous nous disiez ce que vous mettez en place au niveau du cluster éco-bâtiment pour on a compris que vous mettiez les acteurs ensemble à travailler, donc ça c'est du réseau, mais est-ce qu'il y a d'autres manières de faire? Est-ce que vous faites de la formation par exemple? Alors effectivement, au-delà de la mise en réseau, de tous les événements qu'on fait sur la mise en réseau, il y a de la partie formation. Donc on a un collège vraiment d'organismes de formation, une trentaine d'organismes de formation qui travaillent main dans la main avec les entreprises pour que les besoins de formation d'entreprise soient bien en adéquation avec les formats et les contenus de formation de nos organismes de formation. Donc il y a une montée en compétences de chacun des acteurs. On est aussi partie prenante des campus des métiers et des qualifications. Ça, c'est des éléments assez intéressants parce qu'on va travailler à la fois sur la formation initiale et sur la formation continue, la formation tout au long de la vie. Donc c'est des choses aussi qui nous paraissent importantes pour embarquer tout le monde. Donc voilà, pas mal de choses qui nous permettent d'accentuer cet effet synergie entre les différents maillons de la chaîne. Sur les formations, une question qui me vient à l'esprit. Est-ce que vous avez des formations qui traitent en même temps de ces 3 problématiques? Alors, la formation, c'est justement Medieco qui s'en occupe, parce que Medieco est aussi un organisme de formation, si je ne me trompe pas, et effectivement fait beaucoup de formations sur ces thématiques-là. Mais est-ce que vous les traitez? La question, c'est est-ce que vous les traitez les 3 en même temps? Oui, on les traite. Alors, globalement, il faut quand même être réaliste. Aujourd'hui, quand on nous demande des formations, ça tourne quand même beaucoup uniquement sur la qualité de l'air intérieur. On essaye... Vous êtes un cabinet spécialisé quand même depuis longtemps. Oui, tout à fait. Et puis, en fait, il n'y a pas à dire. La qualité de l'air intérieur, c'est un sujet qui est séduisant pour les gens. C'est un sujet, voilà, c'est anxiogène aussi. On a besoin de réponses. C'est un sujet qu'on sait mesurer. Beaucoup plus facile que certains autres indicateurs qui ont toujours fait partie du paysage, mais on a pas forcément été plus loin. Et donc oui, généralement, on a aussi une formation sur bâtiment et santé qu'on fait aussi avec Ville Aménagement Durable, cette formation, où on va essayer de venir traiter tous les enjeux de la santé dans le bâtiment, donc la qualité de l'air intérieur, le confort thermique, le confort acoustique, la lumière, et souvent aussi on vient associer les champs électromagnétiques. Voilà, on n'a pas parlé de la lumière, mais c'est vrai que c'est important aussi, la lumière du jour et autres. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples sur lesquels vous avez été amené à travailler pour améliorer ou en tout cas pour réfléchir à comment apporter cette bonne qualité de l'air intérieur à l'intérieur des locaux? Le dernier exemple qui me vient, comme nous sommes à Lyon, on a travaillé récemment sur une crèche à Villeurbanne, une crèche qui avait un contexte particulier. Alors le contexte en termes de localisation, on était à 300 mètres du périphérique, donc pour Lyon, ce n'est pas un contexte particulier. Par contre, effectivement, dans une crèche, on vient mettre des enfants. Les enfants, en qualité de l'air intérieur, on appelle cela une population sensible parce qu'ils sont en plein développement, donc les poumons sont plus sensibles aussi aux polluants qui sont inhalés. Et donc cette crèche avait une qualité de l'air extérieur en raison de sa proximité aux axes de transport assez importante. Et donc le projet est parti.
Et puis, la PMI, protection de la petite enfance, en collaboration avec l'ATMO Auvergne-Rhône-Alpes, nous a imposé un certain nombre d'exigences pour protéger la santé justement des futurs enfants. Et donc, cette crèche était équipée d'un système de ventilation double flux. Donc, jusqu'ici, rien de bien particulier. Quelque chose que normalement, quand on construit une crèche aujourd'hui, on met en place. Voilà, exactement. Alors, si on travaille bien. Ou si on a besoin. Si on a besoin. Et du coup, cette ventilation double flux, elle a un système de filtration complémentaire qui va venir filtrer les gaz dans l'air, et notamment le dioxyde d'azote. On parle beaucoup des particules fines pour le trafic automobile, et là, ça vient spécifiquement traiter le dioxyde d'azote. Donc, parce qu'on est à proximité d'un grand axe. Tout à fait, parce qu'on s'adapte au contexte du bâtiment. Et faire de la qualité de l'air intérieur, c'est s'adapter à son environnement local. Et puis, en complément, elle a installé dans chacune des pièces qui accueillent les enfants des stations, des microcapteurs qui mesurent en continu la qualité de l'air intérieur. Il y en a un à l'extérieur, et comme ça on peut suivre l'évolution de la pollution extérieure-intérieure. Et puis si on a un confinement trop important à l'intérieur, ouvrir les fenêtres. Et si à l'extérieur on est en pic de pollution, on a un pic de particules fines par exemple, on laisse tout le monde à l'intérieur, parce que finalement on est plus protégé à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc même pour aller faire un petit tour dehors, finalement si c'est vraiment très pollué, voilà, et on a l'information en fait. Exactement, avec un code couleur, avec très simple, vert, jaune, rouge. Voilà, le classique, si c'est rouge, on ne sort pas. Voilà, en toute logique. Est-ce qu'il y a un travail qui a été fait? Vous avez parlé de proximité du périphérique. Je ne sais pas si vous avez eu à travailler sur l'acoustique aussi. Est-ce que dans cette crèche, un travail particulier a été fait sur l'acoustique? Avez-vous connaissance de cela? Sur l'acoustique, dans cette crèche, non. Mais par contre, pour travailler sur plusieurs projets parisiens, c'est vrai qui sont à proximité du périphérique, on a souvent une exigence. Quand on a une problématique d'air extérieur, on a également une problématique d'acoustique. La source est souvent commune et très liée au trafic automobile. Donc généralement, ce qu'on nous demande, c'est d'essayer de trouver des solutions qui permettent de traiter à la fois la qualité de l'air et à la fois l'acoustique. Et traiter les deux. Alors, on a des très bons produits en qualité de l'air, on a des très bons produits en acoustique, mais des produits qui arrivent... Difficile à marier. Et oui. Là, on est en train de voir sur un des projets la difficulté de trouver le produit qui va répondre à l'ensemble des critères. Qu'est-ce qu'il vous faut pour qu'il réponde à l'ensemble des critères? Ce qu'il nous faut, c'est que les industriels avancent sur... En fait, vous avez parlé d'épuration, donc on sent qu'en ce moment, l'épuration avance fortement. Donc il y a déjà différentes techniques d'épuration. Mais sur celles qui ne posent pas de problème pour la qualité de l'air intérieur, il faut aussi que ces techniques puissent aussi avoir une ambition acoustique forte. Parce que pour moi, traiter la santé, c'est pas pousser le curseur très loin sur un sujet, c'est essayer de répondre à l'ensemble. L'ensemble des problèmes, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Parce que si vous poussez très loin, généralement, vous mettez les autres en évidence. Et finalement, l'objectif de concevoir un bâtiment, c'est quand même faire en sorte que les gens se sentent bien. Donc se sentent bien, c'est être en bonne santé, donc respirer un air de qualité. Mais si à côté, ils sont dérangés par le bruit, finalement, ils ne se sentent pas bien. Donc il faut vraiment agir sur l'ensemble des curseurs. Vous voulez réagir par rapport à ce qui a été dit ? Oui, alors c'est vrai qu'il y a des curseurs, c'est ce que je disais tout à l'heure, assez techniques. La technique, les équipements, tout ça, il faut que ça progresse, mais on a quand même une grosse partie qui est déjà là. Après, il y a toute la partie plutôt sensorielle, avec plutôt des aménagements intérieurs, le mobilier intérieur, les couleurs qui sont utilisées, etc., qui peuvent aussi favoriser ou au contraire défavoriser la notion de confort. Parce que la notion de confort, c'est une notion qui reste quand même assez subjective en fait. Donc oui, on peut la calculer, on peut regarder, il fait 19 degrés, il fait 21 degrés, il y a tel taux d'hygrométrie, etc. Mais il reste quand même, on est quand même des humains. Oui, c'est subjectif. Et pas des robots. Il y a des personnes qui ont besoin d'un peu plus de bruit peut-être. Donc il faut aussi savoir s'adapter à ça. Et il y a aussi des solutions sur l'aménagement intérieur. Nous, on a quelques entreprises qui travaillent là-dessus. Donc, au-delà de l'enveloppe du bâtiment, au-delà des équipements du bâtiment, il y a aussi des solutions sur des améliorations à l'intérieur même des bâtiments, notamment sur un exemple sur des aménagements de bureaux, par exemple. Là, pendant longtemps, ça a été la mode des grands bureaux en open space ou en flex office. Souvent, c'est des bureaux qui deviennent assez bruyants. Dès qu'on est plusieurs au téléphone, ça devient vite le bazar. Personne n'a envie de travailler là. Donc, c'est très compliqué. Donc, il y a des solutions d'aménagement de bureaux avec des panneaux acoustiques, tout ça qui existe et qui permettent d'affaiblir ces différentes nuisances. Personne n'a envie de travailler et pourtant, quand c'est bien fait, les gens vivent très bien l'open space. Oui. Donc, quand je dis, c'est ces grands, on a tous connu ça dans les années 80. Ouais. Enfin, moi, j'ai connu ça dans les années 90 et c'était pas, ça donnait pas envie, sincèrement, parce que là, pour le coup, on ne s'intéressait absolument pas à l'acoustique.
Et c'est pareil sur le confort visuel, par exemple, il y a des laboratoires de recherche aussi qui ont travaillé sur les aménagements intérieurs des salles de classe. Parce que même chose au niveau des salles de classe, il y a les problèmes acoustiques, les problèmes de qualité de l'air intérieur, mais il y a aussi les problèmes d'apport de lumière naturelle ou pas, les luminosités très blanches ou pas. Et donc il y a du travail qui est aussi fait là-dessus. Voilà, donc on a vraiment intérêt à réfléchir l'ensemble. On arrive un petit peu au terme de l'échange. Comment on donne envie aux concepteurs de vraiment réfléchir à tout ça? Si j'avais la réponse exacte. Je pense qu'il y a plusieurs... ça va dépendre déjà de la typologie à laquelle on s'adresse, mais globalement, c'est vrai qu'on fait notre métier parce que notre objectif, c'est faire en sorte de se rappeler de la finalité du bâtiment. Et la finalité du bâtiment, c'est quand même de construire et de concevoir pour des gens qui vont vivre à l'intérieur de ce bâtiment. Donc, par rapport à l'environnement, effectivement, il faut une prise de conscience environnementale, il faut aller vers moins de dépenses énergétiques, mais il faut aussi se rappeler que les gens ont besoin d'être bien. Et donc, si on veut faire notre métier avec une conscience professionnelle, pour moi, qui est bonne, il faut prendre en compte l'ensemble de ces exigences. Et puis après, quand c'est les projets qui ont plus de mal à l'intégrer, aujourd'hui, on sent que la demande change et que la demande vient des collectivités. Et c'est que dans ces consultations, quand les gens vont répondre sur une fiche de l'eau, par exemple, on sent que la santé commence vraiment à prendre de la place et en fait, on vient l'imposer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a plus d'appétence, on va dire, pour parler comme ça, sur ces sujets-là, beaucoup plus qu'auparavant. Vous sentez vraiment qu'il y a un déclic, on va dire? Tout à fait. Et dans tous les sens. C'est-à-dire qu'à la fois des maîtres d'ouvrage publics-privés qui ont envie d'intégrer ces sujets. Je le vois aussi auprès d'aménageurs, puisque les aménageurs, quand on crée une ZAC, par exemple, vont venir aussi intégrer différentes exigences sur la santé. Et plus on va intervenir en amont, et plus on va mener des projets performants d'un point de vue sanitaire. Donc il y a quand même quelque chose qui se passe. Clairement. Est-ce que ça a été accéléré par le contexte sanitaire? Certainement. Aujourd'hui, on ne sait pas l'évaluer. Mais pour moi, ça fait plus de 2 ans que la dynamique est lancée. Et on le voit avec l'ARE, même si pour la santé, c'est encore loin d'être parfait à nos yeux. Néanmoins, on a quand même commencé à intégrer quelques petites exigences relatives à la qualité de l'air intérieur. Et le label qui accompagnera l'ARE, apparemment, va aller... Enfin, c'est ce qu'il est prévu, tout à fait. Qu'il aille beaucoup plus loin. S'il sort tel quel aujourd'hui, effectivement, il y a quand même 14 indicateurs proposés pour vérifier qu'un bâtiment respecte la santé des occupants. Merci. Vous avez le mot de la fin sur ces questions de bâtiments responsables, d'enjeux sanitaires et sociétaux. Le mot de la fin, je pense que je rejoins complètement ce que disait Claire-Sophie, mais je pense qu'effectivement, le mot de la fin, c'est surtout de se dire que pour arriver à avoir un confort optimal, il faut surtout prendre en compte l'usager. Et qu'après, voilà, les questions techniques, toutes ces questions-là, on saura y répondre, mais c'est vraiment déjà qu'il y a une prise en compte du besoin de l'usager et qu'il y a une spécificité à chaque fois sur chaque bâtiment. Voilà, réfléchir aux besoins de l'usager, mais aussi, si j'ai bien compris, quand même travailler ensemble pour y répondre. Ça, c'est le socle de base. C'est le socle de base. Merci. Merci à vous. Vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, je voulais juste ajouter que moi, je connais beaucoup le cluster et je suis la trésorière du cluster. Et en fait, de pouvoir aussi, en tant que professionnel, avoir un lieu où on peut interagir à plusieurs, ça permet de sortir de cette approche assez cloisonnée qu'on a sur nos projets, où finalement, chacun est expert de sa thématique, fait son apport sur le projet, et de pouvoir participer à des événements où on voit d'autres professionnels, ça nous ouvre aussi vers d'autres compétences et ça permet de mutualiser certaines pratiques. Oui, il faut partager les compétences, partager les essentiel. expertises pour pouvoir répondre aux besoins de l'usager. Merci d'être venu sur le plateau de Bâti-Journal nous parler donc de bâtiments responsables, d'enjeux sanitaires et sociétaux sur le prisme du confort thermique, acoustique et de la qualité de l'air intérieur. Une émission donc à retrouver sur notre site internet Bâti-Journal TV, sur les sites de nos partenaires que sont le Salon Bipositive et le magazine Planète Bâtiment. Merci à vous. Merci.